Notre petit jingle, le voilà. Vu autrement, la chronique de Jérôme sur Radio Grand Lac. Bonjour les amis. Voilà, il y a eu un petit blanc. C'est le petit blanc parce pas le petit blanc qu'on boit à cette heure-là. On devrait. On va monter le micro de Roger, s'il vous plaît, à la réalisation. Et prenez bien le micro près, cher Roger. Voilà, nous avons un personnage. Ça va lui faire plaisir. Bienvenue à tous pour ce Vu Autrement, en direct sur Radio Grand Lac 92.1 FM, mais aussi, et j'oublie parfois de le dire, sur YouTube en replay, sur le YouTube de Radio Grand Lac, et puis aussi dimanche sur la chaîne Facebook Autour du Lac, eh bien vous aurez le replay. Et donc, cher Roger Rebu, bienvenue. Vous serez aussi en vidéo, filmé par notre cadreuse Doriane, qui est multitâche. Et puis à la réalisation, j'ai toujours un trou sur ton prénom, c'est le grand Christophe. Pas du tout. Le grand spécialiste du jazz. Son émission, c'est tous les... Vas-y, prends le micro, dis-nous-le, c'est beaucoup plus simple. Avant qu'on attaque ce Vu Autrement d'environ 25 minutes jusqu'à 12h30. Cher Roger, il y aura donc 5 minutes de votre présentation. On pourra en faire 3 heures. Bonjour Roger Rebu. On n'a toujours pas de micro, On n'a toujours pas de micro pour Roger. Du coup, vous vous entendez au casque, c'est déjà bien. Oui, j'entends au casque. Ah, ça va beaucoup mieux. Voilà. Christian. Merci. Voilà, Christian, son émission de jazz qui s'appelle comment déjà ? La Note Bleue. Ah oui, la Note Bleue comme Radio Grand Lac et qui est un vendredi sur 2. Voilà, où je t'ai promis que je passerai une émission avec toi. Parce que... Tu peux passer ce soir si tu veux, ce sera le jazz dans les pays scandinaves ce soir. Très bien, et j'adore le jazz comme Roger Rebu, on en parlera tout à l'heure, puisque vos 5 minutes de présentation, mais encore une fois ce parcours, on pourrait en faire une litanie et un livre. 10 minutes, 10 questions sur votre vie personnelle, et je sais que vous l'avez déjà fait avec moi sur le Dauphiné libéré à l'époque, rappelez-vous Roger. Probablement. On avait revu, votre interview avait été faite au Café de Paris à Chambéry, je me rappelle très bien. Et puis, la fin, ça sera à vous qui prendrez ma place pour lancer le disque préféré, l'un de vos morceaux préférés. Et il s'agira justement de jazz. Voilà. Donc, cher Roger Rebu, je suis ravi de vous recevoir. Vous aurez beaucoup de monde à votre écoute ou en replay, je le sais. Et on attaque, donc si vous êtes prêts. Allons-y. Vous revenez pas du tennis parce qu'il pleut beaucoup, mais vous verrez que j'ai sorti cet article qui est du Dauphiné d'ailleurs au moment où Michel Barnier vous a remis les insignes d'officier de l'Ordre national du mérite alors que vous étiez encore président de Savoie Expo. C'est probablement exact. Ça commence à faire quelques années, donc je me souviens un peu exactement ce que je faisais à l'époque. D'autant plus que j'ai fait beaucoup de choses, comme vous le savez. Donc, Michel Barnier, je m'en souviens bien. C'est un grand moment pour vous, c'est vrai. Et il y avait également le préfet de la Savoie de l'époque. Il y avait Hervé Guémard, évidemment, président du département. Louis Besson, président de Chambéry Métropole. Bernadette Laclais, qui était maire à l'époque de Chambéry. Et puis toute la famille de Savoie Expo. Alors, il y a une phrase que j'ai bien aimée de vous, Roger. Je vous appelle Roger, bien entendu. Ah, mais pas de problème. J'ai très vite appris à ne pas enfiler mes pantoufles le soir en rentrant chez moi. C'est exact, oui. Pourtant, vous étiez avocat et très occupé la journée. Oui, mais ça n'empêche que j'avais d'autres activités, effectivement, à part mes horaires de travail importants. Le soir, ma femme vous l'aurait dit, j'étais souvent pris ailleurs. Mais bon, ça m'a pas empêché d'avoir une vie de famille correcte. Et des enfants. Et des enfants, des petits-enfants et maintenant des arrière-petits-enfants. On va en parler tout à l'heure à titre perso, c'est vrai. Donc pas de pantoufles le soir, pour tout vous dire, moi j'aime pas ça non plus. Hyperactivité, on dit un peu, mais homme qualifié de courtois, énergique et déterminé. C'est Madame le maire de l'époque, Madame la maire, Bernadette Laclais qui disait ça. Déterminé, c'est vrai ? Oh ben oui. Vous allez au bout. On va en parler pour la mairie de Villarambert-le-Corbier, je me suis pas trompé. C'est juste. Je vois que vous avez fait des progrès. Oui, Jérôme, journaliste. Je dis, mais Roger, ça fait 20 ans que je vous dis que je ne suis pas journaliste, mais je pourrais l'être, c'est vrai, mais plutôt animateur. Je suis là plutôt pour valoriser votre parcours. En 66, au sortir du service militaire, qui débute pour Roger Rebu, c'est là que débute un parcours savoyard mouvementé. Vous étiez où au service militaire et dans quel corps ? J'étais dans l'intendance à Lyon. D'accord, armée de terre, de l'air, L'intendance ? Oui. C'est parce que c'est que l'intendance ? Non, expliquez-moi, Roger. C'est l'armée de terre, l'intendance. Forcément, il n'y en a pas dans l'armée de l'air. Peut-être, mais enfin, moi, je m'occupais à Lyon de l'intendance.
Très bien. Ça s'est bien passé. Est-ce que vous seriez resté dans l'armée? Oh non, pas vraiment. C'est pas Non, votre truc? J'étais dans une famille un peu antimilitariste, donc Ah, c'est je vrai. n'avais pas été formé pour faire carrière dans l'armée. Oui, parce que c'est vrai que c'est un peu de père en fils. Hein, c'est comme avocat. Oui. Alors, très vite, vous multipliez les lignes dans votre CV au rythme de vos engagements dans différents domaines qui ne sont d'ailleurs que pas liés au business ou à l'économie, mais souvent associatifs, comme je ne savais pas, vous avez été responsable du tennis club de Chambéry, enfin président peut-être? Effectivement, j'ai été président quelque temps du tennis club de Chambéry parce que j'étais passionné par le tennis, comme toute ma famille d'ailleurs. Et quand je suis arrivé, installé à Chambéry, je suis naturellement allé au tennis. Puis un beau jour, on avait besoin d'un président, et donc j'ai accepté de devenir président du club où j'ai passé quelques belles années. Puis d'ailleurs, vous devenez aussi président du club d'Aix-les-Bains, hein, qui est un magnifique club par sa structure architecturale à l'anglaise. Il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs. C'est un grand joueur, c'est Thierry Tulane qui a pris votre... Tout à fait, c'est Thierry Tulane qui a pris la suite maintenant et dont on est effectivement très heureux parce qu'en plus, il a un relationnel parfait et C'est vrai. sa carrière l'a amené à rencontrer, bien sûr, le maire d'Aix-les-Bains qui est ravi d'avoir Thierry Tulane parmi ses administrés. Et Thierry Tulane a arraché à monsieur le maire l'engagement de refaire l'intégralité des cours de tennis d'Aix-les-Bains, c'est-à-dire C'est un changer scoop, ça. le sol, changer tous les grillages, les équipements, etc. Il y en a besoin, Roger, je pense. Ah oui, il y en avait besoin. Ce sont des travaux qui vont démarrer là au mois de mars, je crois. Qui Et resteront en terre battue. des cours en terre battue, puis il y aura aussi des paddles, nouvelle mode. Ah, j'ai lu l'article du tennis paddle, c'est la nouvelle mode qu'il faut suivre dans ce sport probablement, hein, qui est entre le squash et le tennis. Quelque chose comme ça. J'ai pas encore pratiqué. Oui. Bah déjà, vous pratiquez il y a encore pas très longtemps, vous allez souvent au petit resto du tennis, hein. Ah oui, un excellent restaurant d'ailleurs, Oui, qui s'appelle comment d'ailleurs? Ça a changé de qui nom? s'appelle Côté Court. Oui, c'est vachement bien. Et qui est bien tenu et ça tourne, hein, d'ailleurs. Ah, qui est impeccablement tenu. C'est un ménage, le monsieur est à la cuisine et l'épouse à la salle et ça se passe très bien. Ils Ouais. font une très bonne cuisine. Puis ils ont la chance d'avoir un environnement d'entreprise qui C'est leur vrai. amène une belle clientèle. Tous les jours, ils font une 50aine de repas à midi. Avec General Electric, pas très loin notamment. Voilà. Hein. C'est vrai. Et puis, il y avait une cafétéria qui n'a rien à voir, mais qui était dans de l'hypermarché géant Casino, qui n'y est plus non plus. Hein. On pense à son patron disparu. Alors, revenons à vous. Vous avez été au Rotary longtemps. Ah oui, j'y suis encore d'ailleurs. Ah oui, vous y êtes encore. Vous avez été, et ça c'est un point commun que nous avons ensemble, un titre associatif à la Jeune Chambre économique. Ah oui, ça c'est plus ancien. C'était avant 40 ans. Ah oui, puisqu'à 40 ans, on est viré. Ah bah c'est sûr. Moi j'étais viré, ils m'ont juste rappelé à Aix pour relancer la machine. Et puis, alors on continue parce que c'est finalement aussi un investissement citoyen. On parlera du boulot, mais vous êtes devenu maire de Villarambert-le-Corbier durant 2 mandats dans les années 80 et ça on va s'arrêter là-dessus. Mais vous étiez déjà, et alors, administrateur judiciaire et là il y a une sacrée histoire à raconter dont vous êtes relativement fier et vous pouvez des cartonneries de la Rochette. Ah oui, ça c'est un de mes dossiers phares, si on peut dire, dont je me souviendrai toute ma vie. Que vous Un a dit jour- le préfet à l'époque? Un jour, non. D'abord, c'est le président du tribunal de commerce Ah oui. qui m'a téléphoné. Il m'a dit, je vais vous confier un dossier où il y a 400 salariés que vous allez probablement devoir licencier. C'est pas drôle quand on vous dit ça. Hein. Alors, j'ai été prendre connaissance de la situation et j'ai trouvé un directeur tout à fait compétent et surtout une équipe de salariés très motivés. En général, quand on annonce l'arrivée d'un administrateur judiciaire, les salariés, ils ont tendance à s'asseoir par terre Oui. et à s'opposer à ce qu'on parle trop de la situation. Or là, ils ont été très, très raisonnables, très lucides aussi, et ils ont compris que si je leur proposais de poursuivre l'activité, il fallait qu'ils se démènent pour que ça marche. Et effectivement, ça a marché, puisqu'ils se sont tout de suite, ils sont restés au travail. On a eu la chance d'avoir des clients qui ont continué à travailler avec la cartonnerie. Et puis, dans le même temps, j'avais lancé une recherche pour trouver un repreneur, parce que je pouvais pas imaginer d'administrer cette société très longtemps. Et j'ai dépêché un de mes amis qui est couru
à travers le monde pour essayer de trouver quelqu'un qui s'intéresse à la cartonnerie. Et il se trouve que Il a pris sa petite valise, enfin son petit attaché-caisse, et il a parcouru l'Europe et le monde pour trouver un repreneur à ces fabricants de carton, en fait. Et il a trouvé à Montréal la famille Lemaire, qui était un grand cartonnier de l'époque, déjà, là-bas. Et Bernard Lemaire est venu passer quelques jours dans le secteur, et en revenant, le premier soir, il m'a dit « Je suis étonné de la volonté de ce personnel qui continue à travailler et qui a envie de s'en sortir. » Il m'a dit « Le carnet de commande, bon, il n'y a pas de souci. Maintenant, payer le passif, ça sera peut-être impossible. » Alors, effectivement, on est arrivé à une proposition où il a pris l'engagement de conserver sur les 440 salariés, il s'est dit, je peux en garder 400. Donc, dans l'immédiat, il en a repris 440. Puis ensuite, naturellement, le nombre a un petit peu baissé. Et quand il a repris, effectivement, il y en avait 400. Et là, je peux vous dire que les salariés, ils ont été très, très reconnaissants de l'arrivée de Bernard Lemaire. Et Bernard Lemaire est resté avec son équipe pendant quelques 20 ans, je crois. Et depuis, il a revendu l'entreprise. Qui tourne toujours, Roger ? Qui tourne toujours, oui. Par contre, ils ont réduit les effectifs. Ils ont dû ralentir peut-être l'exploitation, je ne sais pas, mais aujourd'hui, je crois qu'il y a entre 100 et 150 salariés, ce qui est une sérieuse baisse. Mais enfin, moi, j'étais content d'avoir sauvé 440 emplois. Oui, parce que l'administrateur judiciaire, parfois, il se pose moins de questions. Enfin, je veux dire... s'il fait son métier convenablement... Voilà. Il doit sauver les entreprises. Des solutions. Il n'est pas là pour le descendre. Non, il n'est pas là pour envoyer des lettres de licenciement. Il est là pour essayer de trouver une solution de reprise. Bravo, en tout cas, c'est pour vous une fierté. Puis d'avoir trouvé le bon racheteur. C'était en quelle année, ça ? Vous vous rappelez ? Ça, c'était en 85. Voilà. Donc c'est vrai que ça reste. Et puis, et alors bizarrement, après, vous avez changé de métier. Enfin, vous avez progressé. Enfin, je sais pas comment on peut le dire. Mais vous êtes muté vers l'avocat le grand avocat que vous étiez dans un grand cabinet chambérien. Pas grand avocat. J'étais grande par la taille au moins déjà. J'étais effectivement dans un grand cabinet animé par François Cochet. Voilà, qu'on salue. Qui m'a proposé de venir dans la profession d'avocat. Ce que j'ai fait avec plaisir, parce que j'ai repassé ensuite quelques belles années, jusqu'à tout récemment, il y a 5-6 ans. Et François Cochet, lui, ne s'arrête pas. Il continue, là ? Il a beau dire qu'il a l'âge de prendre sa retraite, je constate qu'il travaille encore beaucoup. Vous pourriez, mais il est plus jeune que vous, François Cochet. Oui, il est un petit peu plus jeune que moi. Voilà, mais vous auriez pu garder quelques dossiers comme ça ? Oui, non, mais enfin, j'avais fait mon temps et j'ai estimé que... Il y a un temps pour tout ? Exactement. Très bien, voilà, on est toujours dans le parcours, certes un peu plus long que sur des invités parfois plus traditionnels, mais... Donc on va parler maintenant de Villarambert-le-Corbier, non pas de Saint-Rambert qui fabrique un fromage. Villarambert-le-Corbier... village. Ça me fait mal de voir un animateur qui connaît pas Villarambert. Si, je connais bien l'histoire, vous me l'avez raconté déjà à l'époque. Il sait plus le nom, c'est dramatique. Si, je vous l'ai dit juste, et c'est assez magnifique parce que vous avez fait plus que ça avec... on peut commencer par pourquoi êtes-vous devenu maire ? Pourquoi ? Alors, est-ce que vous alliez skier là-bas ? Vous aviez... Oui. vraie raison. On a parlé tout à l'heure de la jeune chambre économique. Et j'ai été passer un week-end avec mon épouse, avec la jeune chambre économique, qui avait été invitée pour faire connaissance de la station. Ah bien. Et avec ma femme, on s'est dit, pour les enfants, ça va être formidable ici, parce que toutes les pistes se rejoignent sur le tripode. Et comme ça, on n'aura pas trop à les surveiller, ils pourront aller faire du ski, ils reviendront toujours au bon endroit. Et je suis donc resté à Villarambert depuis cette époque. Et pour skier. Dans la station du Corbier, j'ai eu l'opportunité d'acheter un appartement. Ensuite, j'ai eu des relations avec les autres, avec les amis, etc. Et puis, par contre, on trouvait que le domaine skiable pouvait être formidable, mais que pour l'instant, il était exploité de façon très étroite, parce que l'exploitant des remontées mécaniques, à l'époque, se disait aller vers la Toussuire, partager des bénéfices, ou des pertes d'ailleurs, ça lui disait rien. Et nous, les propriétaires, on disait, mais c'est pas possible. Il faut qu'on arrive
à agir pour que cette liaison avec la Toussuire, déjà la première affaire, se réalise. En fait, c'était l'esprit un peu du clocher paysan où chacun était chez soi et on n'avait pas envie de voir arriver les voisins. Oui, enfin, là-dessus, on s'est dit, il faut qu'on arrive à avoir quelques places au conseil municipal Oui, voilà. pour influencer les décisions. Et on s'est présenté au conseil municipal, on a dit on va faire une liste complète et puis on verra bien si on arrive à en faire passer 3 ou 4, c'est parfait. Et là-dessus, les élections ont eu lieu, effectivement, c'était en 1983. Et ça, je m'en souviendrai toujours parce que ça a été épique. Il fallait combien de postes pour que vous influiez sur les décisions? C'est là l'histoire, je crois. Il y avait 11, effectivement, élus dans ce conseil municipal. On s'est dit, si on arrive à avoir, même pas forcément la majorité, mais 3-4 places, on aura l'occasion de parler et de convaincre les autres, etc. Oui. Et puis, ça n'a pas beaucoup plu aux Rambertins, c'est comme ça qu'on appelle les gens de Villarambert. Et ils se sont dit, non, on va pas laisser ces gens-là prendre les fonctions à la mairie, donc on va pas les accompagner et on va au contraire s'opposer. Et ils sont pas venus voter. Voilà. Ils ont dit donc, on va pas voter pour s'opposer. Réaction un peu stupide finalement. Et Parce donc que, qu'est-ce qui s'est au passé? premier tour, nous avons eu 11 élus. Direct, premier tour. Premier tour, on était 11 sur la Voilà. liste. Comme ils sont pas venus voter, on a eu 11 élus. Bravo. Donc finalement, vous avez remporté le suffrage complet? Moi, mais enfin, on s'est quand même interrogé. On s'est dit comment ça va se passer tout ça. Et effectivement, le lendemain de l'élection, comme d'habitude, les 11 élus sont invités à se présenter à la mairie pour élire le maire, les adjoints, Oui, on etc. élit le conseil en fait. Là-dessus, Et le maire. on s'est effectivement préparé à aller à la mairie. Et puis le sous-préfet de l'époque, Monsieur Marguerite, qui était un très sympathique garçon, m'a téléphoné, il m'a dit, vous savez, faut pas y aller, hein, parce qu'ils ont muré les murs, vous pourrez pas rentrer, et ils vous attendent dehors avec des fourches. Fourche paysanne. Alors je lui ai dit, mais monsieur le sous-préfet, si on n'y va pas aujourd'hui, on n'ira jamais. Et c'est ce qu'il voulait d'ailleurs, pas lui, mais les oui. emmurants. Il voulait que vous ne rentriez pas dans le village. Alors là-dessus, moi j'avais un peu potassé la question et j'avais appris que le conseil municipal pouvait siéger en comité secret. Oui. Donc, pour décider de siéger en comité secret, il faut siéger comme on peut, par un vote assis ou debout. Comme on était tous debout devant la porte de la mairie, il n'y a pas eu de difficulté. On a dit, on se retrouve maintenant. On est remonté dans les voitures, on est remonté à la station et j'ai été élu maire avec mes collègues adjoints au sein d'une chambre d'hôtel. C'est quand même exceptionnel. C'est exceptionnel et tous debout, j'imagine. Et ça, je veux juste te dire en annexe, c'est que vous êtes avocat de métier et donc vous avez bien potassé le sujet avant. Oui, j'ai surtout essayé de trouver une solution pour qu'on débloque la situation. Oui, bien sûr. Et à ce moment-là, j'ai dit au sous-préfet, si on arrive à tenir une réunion du conseil municipal dans la mairie nettoyée de ces moellons, eh bien, je vous promets que sur les 11 que nous sommes, il y en a 6 qui démissionneront immédiatement dès l'élection du maire et des adjoints pour laisser de la place aux gens du pays. Bravo. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés à 5 et que nous avons accueilli au cours d'un week-end suivant 6 conseillers municipaux d'origine du village de Villarambert. Bravo, et ça, ils ont dû apprécier énormément, du coup. Ils sont venus siéger avec nous, et puis, je dois dire que pendant toute la durée du mandat, il n'y a pas eu un vote contre quelque délibération que ce soit. Ouais, ça, c'est donc, vraiment... Après, c'était gagné, ils avaient compris qu'on n'était pas là pour les mettre dehors, ni les spolier de quoi que ce soit, et on a eu, pendant toute la durée du mandat, un accord unanime de l'ensemble des conseillers. Voilà. Alors, ça, c'est la deuxième grande, les grands moments de votre vie professionnelle où, c'est vrai, enfin, c'est plutôt, quand on est maire, c'est pas forcément un métier, mais en tout cas, c'est une passion ou un investissement. Et où je voulais en venir. C'est que, pour terminer, vous avez quand même réussi avec toutes vos équipes des mairies des 6 communes autour à créer ce grand espace qui s'appelle les Cibelles et qui fonctionne toujours aujourd'hui. Les 6 Cibelles. Ça a commencé grâce à mon ami Jean-Léon Girardin, qui était
le maire de Fontcouverte-la-Toussuire. Qu'on recevra avec plaisir, peut-être dans Vue autrement. Mais je pense qu'il sera très content parce qu'il aime bien parler. Mais vous aussi. Mais alors la Toussuire, j'ai jamais entendu autant parler de la Toussuire que cette année. Je sais pas pourquoi. Ah oui, oui. Je pense qu'ils ont des bons communicants aussi. Oui, et puis si vous voulez, le fait de la liaison a permis d'atteindre un domaine tout à fait intéressant pour le ski. Avant, quand on avait que le petit domaine du Corbier, les gens venaient, mais enfin, il y avait moins d'attrait que maintenant. Maintenant, on va dans les 6 stations tout autour. Eh oui. Saint-Sorlin, Saint-Jean-d'Arve, etc. Et ça plaît beaucoup, parce que ça donne de l'ampleur. Comme dans les Alpes. Aujourd'hui... Comme les autres stations dans les Alpes. Tout à fait. Puis aujourd'hui, je pense que les skieurs, ils ont envie de ça de grands domaines. Oui. Et donc, une exigence. Ça a été une très très bonne chose pour toutes les stations du coin. Voilà vos fiertés, j'allais dire professionnelles et associatives. Vous êtes en 2004 président de Savoie Expo, succédant à André Payerne. C'est juste. Jusqu'à quelle année, je ne sais plus vous dire. C'est parce qu'il y a un âge limite aussi dans la présidence de Savoie Expo. Non. Savoie Expo. Si, il paraît que 70 ans. Bon, non. Ah bon? Je sais pas. C'est Bernard qui disait ça. J'ai oublié ce détail. Si Bernard Sevet a dit ça, tant mieux. Vous l'avez été combien de temps? J'ai dû être président 7 ans, je crois me souvenir, oui. Oui, voilà, c'est ça. Donc, ça fait jusqu'à 2011. Et puis, c'est là que s'est négocié aussi la construction du phare. Tout à fait. Vous êtes pendant votre présidence. Exactement. Ça a été aussi un élément important pour le développement de Savoie Expo, parce qu'on a atteint une dimension en occupant le phare. Pas tout le temps, bien sûr. Oui, bien sûr. Vous en souvenez, il y avait des grands événements sportifs et toujours, etc. Et les spectacles aussi. Et donc, ça nous a donné une dimension qui permettait d'accueillir de grandes manifestations. Et pour lier le tout, créer un hall supplémentaire à l'époque, le hall de la Dent du Chat, qui est aujourd'hui le hall D, je crois, et qui faisait le trait d'union avec le phare pour que les événements... La foire est d'ailleurs dans le phare aussi. Ah ben, on est... Quand on sort de Savoie Expo, on est au phare. Il n'y a pas de problème, c'est très lié. Oui, puis il y a les halls du phare, la salle principale occupée par les exposants aussi, ou l'expo de la foire. Donc il y a vraiment le lien qui s'est créé pendant votre... et qui était poursuivi bien sûr. Savoie Événements, ça s'appelait même. Oui. Je crois, qui a scellé tout ça, la complémentarité des deux entités. Voilà. Et pour terminer cette présentation, avant d'attaquer les 10 questions personnelles, préférant toujours les chaussures de tennis aux Charentaises, Roger Rebu avait un rêve à l'époque, je sais pas, d'organiser à l'époque une manche de Coupe Davis sur le parc des Expos ou au phare. Vous vous rappelez de ça? Pas précisément, non. Je me souviens pas qu'on a eu une... Que vous vouliez l'organiser au sein du parc. Oui, mais la Coupe Davis à Chambéry, faut pas rêver quand même. Hein. Oui, ça a été difficile, mais c'était pourquoi pas. C'était un des objectifs, effectivement, voilà. Comme aujourd'hui d'ailleurs Thierry Tulane a comme engagement vis-à-vis du maire d'Aix-les-Bains d'amener une grande épreuve de tennis, puisqu'on, comme je vous l'ai dit, on va refaire tous les cours. Et on les refait pas sans rien, sans objectif. En contrepartie, il s'est engagé à amener un grand événement. Mais il a pu penser peut-être à la Coupe Davis, mais je pense que on n'a pas les moyens à Chambéry d'avoir un stade suffisamment important pour accueillir une manche de Coupe Davis. Voilà, nous verrons cela dans les mois à venir. Alors, Roger, maintenant attaquons ces questions personnelles, mais qui vous répondez ou pas, elles sont très gentilles. Hein. Encore une fois, je suis animateur. Où êtes-vous né? Je suis né à Paris. Alors, on peut vous demander l'année ou pas? Vous êtes en 1941. 1941, donc voilà, pour ceux qui veulent calculer. Donc, je vais avoir 83 ans dans quelques jours. Et bon pied, bon oeil, donc au cœur de Paris. Bon pied, non, parce que je n'ai plus bon pied, parce qu'à 82 ans, on marche plus aussi bien qu'avant. C'est vrai, mais enfin, vous me disiez tout à l'heure, en préambule, pas dans les studios, que vous faisiez du tennis il y a encore pas très longtemps, et vous dites le ski, faut peut-être qu'on en... je peux plus trop en faire quand même à 82 ans. Hein? C'est difficile à recoller à cet âge-là. Même plus jeune. Alors, vous êtes né à Paris, au cœur de Paris, dans quel arrondissement ou je suis né dans le 6e. D'accord, donc vos parents... Où habitaient mes parents. Voilà, tous les deux. Et vous aviez des frères et sœurs, Roger? Oui, nous étions 6 enfants. Ah oui, une grande famille. Hein. Voilà. Et ils sont encore là, tous, ou vous avez encore des contacts ou... Mes parents ont disparu, bien sûr. J'imagine. Mais mes frères et sœurs, il m'en reste 4, puisque j'ai un frère aîné qui est décédé il y a 3-4 ans.
Et nous nous voyons assez régulièrement, mais plus à Paris d'ailleurs. Oui, Parce que ils viennent vous voir. c'est nous qui allons souvent les voir, parce que mon frère aîné était un fanat du Touquet Paris-Plage. Ah, Donc c'est un lieu de vacances que j'ai pratiqué aussi. Avec en allant grand voir plaisir. la famille en même temps. Exactement. C'est lié l'utile à l'agréable, entre guillemets. Et donc, vous êtes très famille, finalement, parce que vous voyez votre famille dans un bon consensus et vos enfants, petits-enfants. Et donc, vous avez 2 enfants? 2 arrières. Non, mais vos enfants. Moi j'ai effectivement 2 enfants Hein, donc, Jérôme, que vous connaissez, oui, avec plaisir, Et il vous Florence. écoute, je crois, qui est dans le sud. et Florence qui est également avocat à Paris, elle. Voilà, avocat à Paris. Et c'est elle qui vous a donné récemment des petits-enfants. Des arrière-petits-enfants. Voilà, exactement. Des enfants d'abord et des des arrière-petits-enfants. Et je maintenant. sais que vous êtes adepte des réunions de famille, vous aimez ça. Oui. C'est pas toujours facile à organiser, mais on se voit souvent quand même. Oui, oui, surtout que les familles parfois changent ou bougent. Oui, puis ça grandit avec les fiancés, les amis, les maris, etc. Il faut faire avec. Et là, quand nous allons au Corbier, chez ma fille Florence, à qui j'ai donné mon appartement, on est obligé de louer quelque chose à côté pour arriver à tous tenir. Et à Noël, d'ailleurs, vous vous êtes vus à Noël pour ces fêtes? Cette année, on devait aller chez Florence, mais c'était pas notre tour, parce que comme il y a beaucoup de monde dans les familles, elle a choisi de recevoir cette année la famille du côté de son mari. Eh oui. Et nous s'est débrouillés de notre côté. Mais oui, voilà. Oui, c'est faire des consensus, forcément, quand les familles s'agrandissent. C'est ça que vous dites. Quel métier pratiquaient vos parents? Parce que ça, c'est intéressant, quand même. Mon père était directeur commercial d'une fabrique de rideaux à Tarare, où j'ai aussi joué beaucoup au tennis. Déjà. Ah oui. C'était votre... Enfin, on va en parler après. Et votre maman travaillait pas avec 6 enfants? Non, ma maman s'occupait bien de la maison et de ses enfants. Oui, ce qui est déjà un sacré job. Hein, ça me rappelle aussi des souvenirs. Alors, vous pouvez me donner un souvenir marquant que vous auriez en tête? Parce que Jérôme me disait hier, tu sais, papa, il a une très bonne mémoire, qui fonctionne très bien, la mémoire plus ancienne. Un souvenir marquant de l'école primaire ou du collège, ou quelque chose qui vous a touché, ou positivement ou moins, mais ça, c'est important. Chaque fois, on sort des anecdotes assez drôles. Dont je me souviens bien évidemment, c'est de mes années quand j'ai été au lycée Ampère à Lyon. J'étais en même temps pensionnaire à l'école aux Anames, où mes parents m'avaient inscrit pour pouvoir poursuivre jusqu'à que j'aille à la fac. D'ailleurs, j'ai été ensuite à la fac à Lyon. Et Vous êtes devenu lyonnais? je suis devenu lyonnais, et pendant mes études, là, à cette période, j'ai été maître d'internat, ce qui me laisse aussi beaucoup de souvenirs, parce que c'est une période où on prend son indépendance financière, où on Eh oui, en internat. Ah, tout à fait. Et Alors, une anecdote, allez-y. Il y a quelque chose qui vous revient, ou de drôle, hein, parce qu'on vous connaît comme un homme extrêmement posé, c'est vrai, mais en même temps, vous aimez la vie. une anecdote. On avait un directeur. Pardon. Je vous en prie. On avait un directeur à l'école aux Anames, où j'étais donc pensionnaire. Un directeur qui s'appelait l'abbé Guepfer. Et on l'appelait la Guêpe. Guêpe-Fer? Oui, et on l'appelait la Guêpe. Eh bien oui. Et c'était un abbé. Allez-y, buvez un coup d'eau. Donc voilà un souvenir, l'abbé Guêpe-Fer qui s'appelle la Guêpe. Pourquoi la Guêpe? Il était bien sur vous tous les jours? Non, parce que c'est en partant de son nom de Guepfer. Oui, j'ai bien compris. Mais souvent, c'est associé. Oui, non, mais il n'était pas spécialement piquant, mais enfin bon. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, à l'époque, l'un de mes souvenirs de cette période, c'est que mes parents m'avaient offert un abonnement au tennis club de Lyon. Déjà. Enfin, encore. Oui. Et tous les jeudis, à l'époque, c'était le jeudi après-midi, je partais au tennis club de Lyon en traversant le parc de la Tête d'Or. Oui, magnifique. Et j'arrivais au club là-bas. J'ai appris à jouer au tennis, à connaître des amis, etc. Et puis, l'anecdote dont je me souviens à l'instant, c'est que ma mère me donnait un petit peu d'argent de poche, et en rentrant du tennis, c'est drôle, je me souviens de ça comme si c'était hier, eh bien, je dépensais 20 centimes pour m'acheter un pain russe en rentrant ensuite à ma pension. C'est marrant, 20 centimes de l'époque. Alors, on ne sait pas ce que ça ferait aujourd'hui, mais pourquoi un pain russe? Qu'est-ce qu'il avait de particulier? Parce que j'aimais les pains au raisin.
Ah oui, c'est pain raisin, oui, voilà, oui, c'est Pain excellent. russe. Comment ça? L'animateur connaît pas les pains russes? Non, bah, je connais. Quel inculte personnage. Ah, les boulangers qui pourraient vous entendre vont être un peu déçus. Alors salut les boulangers, surtout qu'on a plein de clients nous autour du lac parmi les boulangers. Bien sûr, on savait ce qu'était un pain russe. Et d'ailleurs, on en mange moins qu'on en mangeait. Non? Ah, je sais pas, moi j'aime toujours, j'ai pas... Voilà, si vous voulez faire un cadeau à Roger Rebu, amenez-lui un pain russe avec le café. Non, j'en mange moins parce qu'il faut que je soigne ma ligne. Or, les pains russes, c'est très riche. Quel signe astrologique êtes-vous? Taureau. Ah, ascendant, vous savez ça, non? Oh non, non. Parce qu'en vieillissant, il paraît que l'ascendant prend le dessus sur le signe. Donc, taureau fonceur. Il vous est arrivé de foncer sans réfléchir? Oui, bah oui. Pour convaincre votre épouse d'être celle de votre vie? Ah bah non, j'ai pas eu beaucoup de difficultés. Hein. On s'est connus très jeunes et C'est vrai? oui, on a suivi notre petit bonhomme de chemin. Vous aviez quel âge? Quand on s'est connus, on devait avoir, je sais pas, 18 ans. Et jusqu'à ces derniers mois, toujours collés l'un à l'autre, enfin proches, vous laissez bosser, mais toujours. Mon épouse est décédée maintenant il y a 2 ans, mais ça fonctionnait pas mal. Oui, c'est vrai. Vous êtes d'ailleurs, après, vous avez quitté Chambéry pour venir vivre à Aix-les-Bains. Oui. Il y a pas en plein cœur de la ville où vous êtes toujours. Donc, vous avez en dehors j'allais dire une passion, un hobby, à part le tennis. Parce qu'en fait, quel sport pratiquez-vous? Je vous ai pas demandé. C'était le tennis exclusivement? Ah oui, maintenant je vais chez le kiné parce que. Oui, je vous y vois parce que j'y suis allé récemment, pas pour les mêmes choses. Oui, bah pas loin de chez vous. Mais le tennis, c'était votre sport unique ou vous complétiez? Oh, j'ai dû jouer un petit peu au foot, mais enfin, j'étais pas particulièrement doué, donc je pense que le tennis me suffisait largement. Avec compétition? Ah oui, le tennis, oui, j'ai même été classé. Ah oui, à quel niveau on peut dire? Oh, pas très grand niveau, non, j'ai dû être 31 ou quelque chose comme ça. Oui, bah c'est bien, c'est Bernard Sebez avec qui vous jouiez aussi régulièrement, qui Tout à fait. parlait de ça. Alors, lorsqu'on l'a eu ici en invité, il en a ri de vos moments passés au tennis. Qu'on salue Bernard. On en passe d'ailleurs toujours, mais plutôt au restaurant. Oui, mais vous avez raison. tennis. Ah non, mais là, à chaque âge, ses plaisirs, et les plaisirs se déplacent aussi, hein, paraît-il. Si vous étiez un animal, on pose la question à chacun de nos invités, hein, c'est 10 questions 10 minutes. Si vous étiez un animal d'instinct, comme ça, lequel seriez-vous? Enfin, en réponse d'instinct, si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Alors ça, je réponds pas à cette question parce que j'ai pas d'idée. Mince. Bah, vous êtes le premier à pas donner d'idée, mais après tout. Ah ben on peut dire n'importe quoi, mais non, j'ai pas. Mais si vous n'avez pas d'idée, faut pas y répondre. Votre grand regret, cher Roger, si vous en avez un, s'il en est un dans votre vie, y a-t-il un regret? Je parle pas ou un remords. Non, si vous voulez, ce que je regrette un peu aujourd'hui, c'est que je suis toujours bousculé et souvent en retard. Aujourd'hui, j'ai fait un effort exceptionnel puisque j'étais là avant l'heure. Je savais que l'émission commençait vers midi, donc Et c'est vrai, on n'avait pas le choix. Je me suis calé sur 11h30 et je suis arrivé à l'heure. C'est vrai. Mais vous savez qu'on dit que les gens qui sont en retard seront toujours en retard et que les gens à l'heure seront toujours à l'heure. C'est vrai que j'ai une certaine réputation pour arriver en retard. Vous l'avez dit, c'est que vous étiez hyper occupé, hein, par le job, mais le reste. Et donc, vous pouvez pas être forcément à l'heure. Mais on le savait, tout le monde prévoyait à l'avance. Oui. Mais au vœu de monsieur le maire d'Aix-les-Bains, parce que vous êtes aixois, désormais, vous êtes arrivé 1 heure en avance. Oui, parce que je me suis trompé là. Je me suis trompé d'heure. J'avais marqué sur mon agenda et je me suis aperçu que j'avais mal marqué. Donc, je suis arrivé bien à l'heure. Oui, c'est vrai. Très, très à l'heure. Votre envie ou votre souhait le plus cher dans ce qui vous reste, enfin, vous avez encore bien à vivre, je veux dire, mais votre envie ou votre souhait le plus cher, qu'il soit professionnel ou personnel, surtout? À titre personnel, ce que je souhaite, c'est pouvoir continuer à habiter chez moi. C'est bien. J'ai pas particulièrement envie d'aller dans un EHPAD. Surtout pas. Enfin, on pense aux personnes qui sont, mais... Oui, non, mais tant que je pourrais être autonome et vivre tranquille chez moi, j'ai un petit peu d'aide. Une personne qui vient tous les jours faire un peu le ménage, la cuisine, etc. Ouais, donc, c'est bien. Si je peux continuer ça, c'est très bien. Et puis, en France, on est dans un pays où on a ce type de services et qui sont parfois, quel que soit son niveau de revenu, enfin, on peut avoir de l'assistance, le département s'en occupe, et les collectivités, en tout cas. Cher Roger, donc, c'est un joli souhait.
et que j'espère qu'il ira jusqu'au plus tard possible pour vous. Et du coup, on parlait cuisine là, avec vous êtes un épicurien, hein, vous aimez manger aussi quand même, hein. Oui, mais enfin, je suis très classique quand même. Oui. Et alors, quel est votre plat préféré? Parce que c'est la mode un peu des émissions de cuisine, mais on aime bien avant midi, là, on est même 12h40. J'adore la bavette. Donc, j'achète souvent chez mon boucher préféré, rue de Chambéry. Oui, on peut le citer. Une tranche de bavette chez Monsieur Robesson. Voilà, bien sûr. Que je vais vous dire, je partage ce goût avec vous. La bavette d'Aloyo aussi, hein, non, Oui, c'est ça. Hein. aussi, oui. Et vous l'aimez saignante? Oui. C'est un taureau, hein. Vous l'aimez saignante, c'est là qu'elle est bonne, à la bavette. Et Tout à fait. en sauce ou pas en sauce? Non, plutôt grillé dans la poêle. Ouais. Et accompagné de quel légumes ou quel accompagnement avec la bavette pour vous? C'est frites, forcément? Non, parce que faire des frites à la maison, ça n'existe pas, ça. Oui, c'est fini, ça. Non, mais puis en plus, ça envahit l'odeur. Ouais, c'est vrai, partout. c'est vrai. C'est comme le poisson, parfois. Non, je prends des légumes, des haricots verts ou autre, quoi. Très bien. Ah oui, il soigne sa ligne. Je partage avec vous ce plat français, cette viande française où on dit mangez plus de viande. Là, je crois qu'il faut l'en manger de temps en temps quand même. Hein. Ah ben là, d'ailleurs, en sortant du studio, je vais rentrer chez moi. Vous faire une bavette. Et Nelly va me faire ma bavette. Nelly qui est votre on salue Nelly, on l'embrasse. Voilà. S'il en reste un peu, je viens Nelly. Hein. Alors, qu'est-ce qui vous anime tous les jours encore? Qu'est-ce qui vous anime, vous qui avez été si actif, si associatif, si élu, citoyen, si français? Ce qui m'anime tous les jours, c'est d'essayer de faire face à ce que j'ai à faire. En ce moment, j'ai entrepris de classer chez moi l'énorme paquet de documents et de souvenirs, parce que je me dis, mes enfants, le jour où ils vont nettoyer l'appartement, ça va être affreux. Donc, depuis quelque temps, j'ai commencé à faire des piles, et tous les jours, je m'emploie à en déchirer, jeter, avec quelques regrets, quelquefois. J'ai notamment hier pris le dossier de l'organisation scolaire franco-britannique, c'est là où j'allais travailler l'été, où j'accompagnais les étudiants qui partaient en Angleterre. Oui, je me rappelle de ça. Et j'avais un dossier, pas très énorme, mais enfin quand même important, de vieux trucs que j'avais laissés dans ce dossier. Et hier soir, j'ai effectivement trié ce dossier, mais j'ai eu du mal à acheter quand même. Il y avait des choses oui. Je faisais ça, j'avais 18-20 ans. Donc, de relire ces papiers, ça m'a rappelé des souvenirs. Puis je me disais... Ça vous touche ou ça vous émeut ou au contraire vous dites je suis content? Oui, non, ça me fait plaisir de relire ça, mais je me dis, mes enfants, ils en auront rien à foutre. Donc, il faut mieux que je détruise avant de disparaître. Vous êtes vraiment un homme qui, à la fois, a mené sa carrière, mais qui s'est occupé des autres aussi, parce que vous voulez vous tenir bien, vivre seul, ne pas être dépendant, et puis laisser, vous n'êtes pas parti, à vos enfants, quelque chose de bien, de propre, vous pensez à eux. Donc vous êtes tout à fait, j'ai déjà fait une donation-partage, ce qui simplifie beaucoup la succession. Oui, je pense, surtout du vivant. Hein. Exactement. Et bravo Roger pour tout ça, d'être... Non, puis je crois que c'est bien, il faut y penser à ça, parce que garder tout ça pour soi, ça n'a pas grand intérêt. Aucun. Les enfants, c'est le moment où ils en ont besoin. C'est pas quand ils seront installés, qu'ils auront tout ce qu'il faut, qu'ils auront besoin d'aide. Donc, ils sont contents. Moi, j'ai donné mon appartement du Corbier à ma fille. D'abord, elle l'a très bien rénové. Je suis content d'y aller. Et, voilà. Et elle en profite. Et tout le monde est content, et ça reste dans la famille. Voilà. Et puis Jérôme a eu autre chose, j'imagine. Jérôme, il a eu un peu d'argent qui lui ont permis de s'installer dans le Midi aussi. Absolument, puisqu'il est toujours propre. On salue Jérôme qui est à l'hôtel Le 5 à Chambéry, qui a laissé l'Agora à Aix-les-Bains, mais qui lui a permis d'ouvrir autre chose d'entreprise aussi, où il vit près de Sainte-Maxime, non, je me trompe? Exactement, à Sainte-Maxime. Voilà, d'ailleurs, vous couchez à un moment qui me dit, viens me voir. On viendra, les deux Louise se verront comme ça. Voilà, cher Roger, merci beaucoup. C'était à la fois touchant, émouvant et aussi admiratif face à votre carrière, je le dis, et à votre comportement autour de votre famille. C'est ce qui me touche pour moi le plus. La dernière minute sera pour vous. Vous devenez animateur à la place de Jérôme Louveton pour lancer un disque, comme j'étais à l'époque sur Énergie. Le disque que vous avez choisi, moi je dis le disque parce que ça nous rappelle au vinyle. C'est vrai, c'était un disque qui était au vinyle à l'époque. On avait ensuite
des petites cassettes et Exactement. tout ça. Mais, ouais, ouais. Les CD aussi, puis tout ça est fini. Parce que Christian, qu'on salue, merci d'avoir réalisé cette émission. Vous retrouvez dans la note bleue ce soir, tous les 15 jours le vendredi soir, et de jazz. Et justement, ça m'amène à vous dire pourquoi cette chanson. Peut-être si vous avez un souvenir, mais pourquoi Ah oui, j'ai choisi Petite Fleur parce que je dansais ça avec mon épouse, ma fiancée à l'époque, Quel était le prénom de votre épouse? Martine Donc, on salue Martine de là où elle nous écoute. Donc, Petite Fleur de... Béchette.